Oui, messieurs, bonsoir. Monsieur Vergès, bonsoir et merci d'être là. Et j'ai une question toute simple. Quand vous défendez Barbie, vous défendez dans le fond un homme banal, un exécutant. Qu'auriez-vous fait si vous aviez eu à défendre les initiants des idéologies meurtrières, le nazisme, le communisme, Mao Tse-tung, Staline et le dernier en date, Pol Pot? Il y a un contexte là que je décrirai en disant, en condamnant Hitler. Je vous dis, je plaide c'est pour certains, je dis je plaide à condition que vous plaidiez coupable. Et dans le cas d'Hitler, on ne peut pas plaider l'acquittement, mais en plaidant coupable, voir quel est le chemin qu'il a suivi et tirer les conclusions. Quand vous lisez les propos de table d'Hitler et qu'il engage la conquête de la Russie, qu'écrit-il? Ce texte a été publié. Il écrit « Nous traiterons les Russes comme les Américains ont traité les Indiens, les peaux rouges. Nous traiterons les Russes comme, et ça vous serez contre cet amalgame, bien sûr, mais enfin c'est Hitler qui parle, ce n'est pas moi. Et donc nous traiterons les Russes comme les Anglais traitent les Indiens. » Voilà donc l'image qu'il prend. Et Hannah Arendt dit « Le colonialisme a servi de matrice au nazisme. » Donc voilà, il ne s'agit pas de justifier le nazisme, il s'agit de comprendre comment le nazisme est arrivé. Madame. Moi, j'aurais une question au pasteur. On a peu entendu, mais si Hitler vient vous voir, on n'a pas de prêtre catholique, donc on peut pas. Il n'y a pas de confesse. Il n'y a pas de confesse chez vous, mais non, c'est dommage, quelle serait votre réaction face à un Hitler en tant que pasteur? Quoi? Est-ce que monsieur le pasteur recevrait Hitler pour l'entendre? Alors, je crois que ce qui a été dit, c'est que même en Hitler, il y a un fond d'humanité qui fait qu'il y a une personne devant moi que je me dois de recevoir, avec peut-être une différence par rapport à l'avocat, c'est que je ne prétendrai jamais connaître la personne qui se confierait à moi, dans la mesure où, alors là on entre dans des considérations théologiques, il y a l'idée que le jugement dernier n'appartient pas aux êtres humains. Nous faisons toujours des jugements avant-derniers, nous avons toujours des portions de vérité, et j'irais même avec Hitler, je crois qu'il y a cette petite étincelle qui a été admirablement décrite par Eric Emmanuel Schmitt dans La part de l'autre, sauf erreur, qui montre que cet homme a déraillé, mais qu'il aurait peut-être pu devenir quelqu'un d'autre. Donc, Hitler, c'est aussi, comme chacun d'entre nous, d'entre vous, excusez-moi, c'est aussi un peu un miroir par rapport à moi-même. Monsieur le pasteur, merci. Vous vouliez intervenir? Oui, dans le même sens que le pasteur Schwab, le plus grand théologien suisse du XXe siècle, Karl Barth, est bien connu pour avoir combattu le régime nazi avec l'Église confessante et Dietrich Bonhoeffer de toutes ses forces. Et un jour, un journaliste américain, dans sa vieillesse de Karl Barth, lui a demandé « Et d'Adolf Hitler, vous pensez quoi ?» Il a répondu, dans un sens analogue à ce que vient de dire le pasteur Schwab, « La seule chose que je sais d'Adolf Hitler, c'est que Jésus-Christ est mort pour lui. » Mais qu'on reconnaisse qu'une personne est toujours une personne ne justifie en rien ses actes et sa cause. Est-ce qu'un George Bush, par exemple, s'il était devant un tribunal, comme certains le souhaitent, est-ce que vous le défendriez? J'ai déjà répondu ça à M. Bernard-Henri Lévy, grand prêtre des droits de l'homme, comme vous le savez. J'ai dit à Bernard-Henri Lévy, je suis prêt à le défendre, à condition qu'il plaide coupable. Parce que s'il ne plaidait pas coupable, je ne serais pas crédible. On me dira, et ces mensonges sur les armes de destruction massive, et ces gens qu'on humilie à la prison d'Abu Ghraib, et Guantanamo. Si je niais tout ça, on dirait, mais il est fou. C'est pour cela que je dis, l'avocat doit défendre tout le monde, mais à condition que l'avocat n'est pas un rhéteur qui vend sa parole, et il n'est pas là pour lire le discours préparé par l'accusé. Il est là pour défendre avec bec et ongle, mais avec sa foi et son intégrité et sa cohérence. Et donc, à ce moment-là, Bernard-Henri Lévy m'a dit, pour Barbie, vous n'avez pas posé les mêmes conditions.
Je dis, mais Barbie a tué moins de monde. Alors, Effectivement, le problème de savoir si l'avocat... là-dessus, pardonnez-moi, Maître Laube, Barbie a tué moins de monde que Bush? Comment? Vous pensez aussi que Barbie a tué moins de monde que George Bush? Ça, je ne me prononcerai pas là-dessus. Je ne me prononcerai pas là-dessus. Je m'abstiens de répondre à cette question. Est-ce que ce n'est pas un problème pour vous, Jacques Vergès, de ne plus choquer suffisamment? Vous êtes devenu un homme de théâtre plus qu'un homme de droit, non? Écoutez, je ne vois pas la différence. Premièrement. Deuxièmement, combien de morts y a-t-il en Irak aujourd'hui, ou à la suite de cette guerre qu'on a déclenchée sur la base d'un mensonge? C'est tout. D'un côté, on a un flic dans une ville française qui faisait son travail de flic, pas un joli travail. De l'autre, nous avons un homme qui a déclenché une guerre avec des milliers, des milliers, des milliers, des milliers de morts. C'est tout. Et si on comptabilise les morts, bien on est forcé de constater que la guerre d'Irak a fait beaucoup plus de morts que la répression nazie dans la ville de Lyon en France. Mais excusez-moi, je crois que ce n'est pas une question de nombre. Qu'il n'y en ait qu'un seul ou des millions, c'est le même problème de culpabilité. Oui. Oui. Mais là donc, si vous voulez, vous allez encore plus loin que moi, parce que là, vous mettez Bush et Barbie sur le même plan. Moi, je tendais à les séparer. Là, oui. Vous les mettez sur le même plan. Je ne peux que vous approuver. Et... Ensuite, monsieur, oui, s'il vous plaît. Oui. J'étais très déçu, Maître Vergès, que Saddam Hussein n'a pas réussi de se faire défendre par vous. Quel aurait été le monde aujourd'hui s'il avait reçu? Et si George Bush, est-ce qu'il serait en prison ou ailleurs? Vous parlez de Saddam Hussein? Oui. Alors, je vous dirais, pour Saddam Hussein, j'ai été désigné par un certain nombre de membres de sa famille que j'ai rencontrés à Beyrouth, à Sanaa au Yémen et à Genève. À Genève aussi. Mais parmi sa famille, il y avait une fille qui était l'invité d'honneur du roi de Jordanie et qui n'était pas d'accord. Alors, étant donné les dissensions dans la famille, je préférais me retirer. Qu'est-ce que j'aurais évoqué comme argument? Le premier argument que j'aurais évoqué, c'est qu'on ne pouvait pas le condamner à mort. En fonction d'un argument juridique que je soumets à votre réflexion, au moment des faits qu'on lui reproche, faits établis ou pas, la peine de mort existait. Au moment où on le juge, la peine de mort existait. Mais entre-temps, les Américains avaient suspendu la peine de mort. C'est-à-dire que s'il avait été jugé un an auparavant, il n'aurait pas pu être condamné à mort. Or, il existe une jurisprudence, et là encore je reviens au respect de la forme, une jurisprudence qui dit quand entre deux lois dures, il existe une loi intermédiaire moins dure, c'est celle-là qu'on doit appliquer. La deuxième chose que j'aurais dite, c'est vous lui reprochez d'avoir eu des armes de destruction massive. Mais qui les lui a vendues? J'aurais demandé que M. Rumsfeld soit entendu et qu'il dise, s'il entendait vendre des armes dont l'autre ne se servirait pas. Donc, nous avons là un double débat que j'aurais eu sur la forme et sur le fond. Sur le fond, dire, vous lui reprochez l'usage d'armes que vous lui avez vendues. Alors vous êtes vraiment des tartuffes. Et deuxièmement, vous ne pouvez pas le condamner à mort, en fonction d'une jurisprudence internationale. Et encore une fois, et là la forme doit prévaloir sur le fond. Merci, monsieur. Bonsoir. Si Gbagbo il prend la fuite comme Ben Ali, est-ce que vous allez les défendre toujours? Vous me posez la question, est-ce que je défendrai Ben Laden? Gbagbo. Gbagbo? S'il prend la fuite comme Ben Alors Ali. écoutez, là-dessus, vous posez une question d'actualité. Vous l'avez vu récemment. Je l'ai vu récemment. Je connais Gbagbo depuis qu'il m'a été présenté par Ouattara. À l'époque, Ouattara était l'ennemi de Bédier contestait ce qu'il appelait l'ivoirité de Ouattara. Et Ouattara était allié à Gbagbo. Et c'est ainsi, la première fois que j'ai rencontré Gbagbo, c'est dans la villa de Ouattara. Alors aujourd'hui, la question est simple, je ne vais pas rentrer dans le détail de cette affaire,
Mais une chose est claire, c'est mon confrère Roland Dumas et moi, nous disons, recomptons les voix. On l'a fait pour Bush et Al Gore. Pourquoi pas de recommencer? Ça serait une solution rapide. Parce qu'il y a une contestation. Gbagbo conteste la régularité des voix dans le Nord, qui ne dépend pas du gouvernement central, qui est administré par des officiers rebelles. Ouattara n'a pas contesté contre les résultats dans la région gouvernée par Gbagbo. Donc, recomptons les voix. Ça peut se faire très vite et ça met fin au débat. Merci Jacques Vergès. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci.